tous. Alors déjà, je vais inviter un cinquième invité qui n'était pas prévu, mais qui est complémentaire aux différents sujets que l'on va avoir, qui est Jérôme Chanel, qui est juste là. Il est docteur en sciences et il travaille avec Romaric sur le projet de la Smart City africaine, ville durable. Donc voilà, bonjour à tous, merci d'être là. On va parler donc de la ville durable. Ce qui est très intéressant dans la ville durable, c'est qu'au final, ça reste encore un projet, pas forcément une théorie. On en parle beaucoup. On se demande en fait si c'est quelque chose qui est déjà en place ou si c'est quelque chose qui est en devenir. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les villes d'aujourd'hui sont en train de se transformer en ville durable? Est-ce qu'on est juste en train d'y travailler ou est-ce qu'on est encore en fait bloqué à une ville d'il y a 10, 15, 20 ans? Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de donner 3 principes de la ville durable. Je vais vous les lire parce qu'ils sont très précis. Ils viennent de Syria Emelianov, qui est spécialiste de la ville durable, une des grandes spécialistes, et maître de conférence à l'Université du Maine. Premier principe, la ville durable est une ville capable de se maintenir dans le temps, grâce à une distance critique par rapport au présent. On peut donc souligner ainsi la capacité de la ville à se redéfinir. Deuxième principe, la ville durable est une ville qui offre une qualité de vie en tout lieu et des différentiels moins forts entre les cadres de vie. L'un des principes de constitution de cette ville est la mixité fonctionnelle, contre la séparation donc des fonctions prônées par l'urbanisme des années 60. L'émergence de nouvelles proximités et la diminution de la mobilité contrainte. Et troisième principe, la ville durable est une ville qui se réapproprie un projet collectif et politique, évidemment. Donc la ville durable est ainsi une ville qui met en jeu un projet environnemental, économique et évidemment social. Et donc pour parler de tout ça, je trouve un très beau panel, très complémentaire dans son expertise. Donc vous avez dans un premier temps Catherine Berthillet, et non pas Camille, qui est grand reporter pour différentes émissions comme Envoyé spécial, Des racines et des ailes, Zone interdite, reportage entre autres. Vous mettez dans votre bio sur votre plateforme, parce que je l'ai reprise, après avoir dénoncé pendant 20 ans ceux qui détruisent le monde dans vos enquêtes d'investigation, vous décidez en 2008 de mettre vos compétences et votre réseau au profit de ceux qui construisent le monde de demain. C'est ainsi que l'association Chamengo voit le jour en octobre 2011. Alors qu'est-ce que Chamengo? C'est une communauté composée de particuliers, étudiants, enseignants, chercheurs, dirigeants, collaborateurs d'entreprises, collectivités, d'associations. Vous êtes aujourd'hui à peu près à 10 000 membres, c'est ça? Et vous vous intéressez à concevoir, commercialiser des solutions innovantes au service d'un nouvel art de vivre. J'ai juste à côté Stéphane Allaire, qui est le président de Reforest Action, ingénieur de formation, c'est bien ça? Vous avez une plateforme qui permet aux particuliers et aux entreprises d'agir concrètement en faveur de la reforestation en France et dans le monde. Aujourd'hui, vous avez à votre actif, et depuis 2010, que vous avez fondé Reforest Action 2010, planté plus de 3 millions d'arbres, réuni plus de 80 000 planteurs sur reforestation.com, sensibilisé plus d'1,7 million de collaborateurs et clients d'entreprises aux enjeux de la forêt, et généré un impact positif sur les conditions de vie de plus de 30 000 personnes à travers le monde. À côté de vous, vous avez Romaric Atoké. Vous êtes architecte et CEO de Global Archi Consult, président d'Afrique Archi et responsable architecture et design urbain de Sémé City au Bénin, un projet de cité internationale de l'innovation et du savoir qui est en train de sortir de terre. Il se situe non loin de la frontière du Nigeria, d'accord. Et l'État engage un chantier inédit, celui d'une cité internationale et du savoir. Voilà. Et donc se joint à nous Jérôme Chanel, qui travaille avec Romaric sur ce projet et qui est ultra complémentaire parce que vous avez à la fois un architecte et un docteur en sciences. Donc c'est deux expertises qui sont très intéressantes pour voir comment se construit et se pense une ville durable. Et donc j'aimerais commencer par une première question. J'ai entamé ce sujet avec la notion et la définition de ville durable. On n'a pas encore tous la même parce qu'encore une fois c'est un projet, c'est une théorie naissante mais qu'on essaie d'appliquer. J'aimerais avoir... Pardon, excusez-moi, évidemment le maire de Bordeaux, Nicolas Florian. C'est tellement évident en fait que j'ai fait... Voilà. Donc voilà, merci d'être là aussi, bienvenue. J'ai donc une première question et je vais commencer par vous, monsieur le maire, sur la ville durable. Quelle est, selon chacun d'entre vous, en moins d'une minute, la définition aujourd'hui d'une ville durable? Alors, quand vous dites que c'est un objectif que l'on a déjà engagé. Et quand on parle de ville, d'ailleurs, il faut réfléchir à l'échelle de l'agglomération, en tout cas sur notre territoire. Typiquement, c'est l'agglomération qui s'occupe des réseaux de transport, c'est l'agglomération qui fixe les règles d'urbanisme, c'est l'agglomération qui traite des déchets, c'est l'agglomération qui fixe les politiques en termes d'eau et d'assainissement. La ville durable, elle est à la fois pour son patrimoine et l'impact qu'il a sur son environnement et pour ceux qui y vivent. Et ce n'est pas
tout à fait la même chose. Il y a ce qui relève d'une politique macroéconomique, macro-sociale, macro-environnementale, et c'est quand on travaille sur le transport en commun, quels sont les choix que l'on fait, sur les déplacements doux, et par ailleurs, alors vous m'avez dit 1 minute, je pense que ça va être un petit peu plus long, On va prolonger après. Et d'ailleurs, on y viendra sûrement dans le débat, mais aujourd'hui, plus que le volontarisme que l'on déploie sur les nouvelles pratiques en termes de déplacement, et on est en train d'être confronté au conflit d'usage maintenant, sur la voie publique, entre le piéton, l'automobiliste, mais plus qu'entre le piéton et l'automobiliste, entre le piéton, le cycliste, le trottinettiste, si on peut s'exprimer ainsi, et tout ce qui utilise l'espace public. Bon. Donc il y a toutes ces politiques sur les déplacements, sur l'habitat, sur le logement, et puis il y a les politiques auprès des êtres humains. Et moi, je suis des fois un peu en décalage par rapport à certains de mes collègues. Certes, et on va sûrement en parler, il y a tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. Moi, je préconise aussi qu'on fasse confiance à l'intelligence humaine. Et quand on parle de ville durable, moi, je nous ai fixé collectivement, à mon équipe et à moi, quelques défis. Et l'un des défis, c'est lutter contre l'isolement et la solitude. Et je ne parle pas simplement de précarité, je parle de l'éloignement social, de l'éloignement affectif. Et quand on parle de ville durable, moi, parmi les critères d'une ville durable, il y a ce critère-là, de pouvoir rapprocher les gens, être dans la co-construction et lutter contre cet isolement. Je finirai, non pas pour parler de la ville durable, mais pour fixer aussi une orientation qui nous tient à cœur localement. Pendant trop longtemps, on a considéré qu'agir à l'échelle locale avait que trop peu d'importance. Donc on était sur des grandes déclarations d'intention, un volontarisme intellectuel, chacun à son modeste niveau électoral pouvait avoir des positions intellectuelles, mais concrètement, il nous a fallu du temps pour réaliser que agir localement, c'est participer à une action globale. Et moi, j'ai été marqué depuis quelques semaines par ce mouvement de la jeunesse mondiale, par des défilés, par des manifestations, pour défendre la planète, s'inquiéter du défi climatique. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est sur une éducation inversée. Inversée. Ce sont les enfants qui vont éduquer les parents. Et là où on a sûrement failli, et moi je me mets dans l'eau, hein, j'ai 50 ans, j'ai un gamin de 18 ans, là où on n'a peut-être pas été assez opérationnel, c'est nos enfants qui nous prennent par la main. Et du coup, moi j'ai reçu avec Anne Valric, mon adjointe en charge du développement durable, des jeunes et qui, contrairement au discours que j'entendais il y a quelques mois, me disent, vous pouvez faire des choses dans votre ville, monsieur le maire. Très concrètement. Bon. Et donc c'est ça aussi, la ville durable, c'est pouvoir, par des actes qui pourraient paraître cosmétiques, mais qui vont véritablement additionner et à l'échelle d'un territoire, participer de cette ville durable. D'accord, définition complète. Merci. J'ai pas tout dit. Hein. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on va y revenir après. Catherine, est-ce que vous pouvez suivre justement dans cette définition de la ville durable selon moi, vous ? je partage complètement ce qui a été dit par Monsieur le maire. Donc, je compléterai peut-être en disant que une ville durable, c'est un pléonasme, mais c'est une ville qui dure. La ville est la forme sociale, je dirais, qui est la plus pérenne dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, elle peut disparaître. Qui se souvient de la première ville au monde qui s'appelle Uruk, qui a rassemblé des milliers d'habitants, des dizaines de milliers d'habitants, il y a 5000 ans, qui se trouve en Irak, ancienne Mésopotamie. Personne ne s'en souvient. Elle est totalement ensevelie par le sable. Et plus, je dirais, plus proche de nous, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller à Chicago à l'époque du faste de cette ville, qui était une des villes les plus riches aux États-Unis et qui, aujourd'hui, est en extrêmement mauvais état. Donc effectivement, une ville, c'est un écosystème extrêmement fragile et elle peut, elle peut effectivement disparaître. Et donc je pense que ce qui est important, c'est qu'elle puisse se revisiter, se réinventer face à tous les défis qui la traversent.
Et là, on est en plein dans des nouveaux défis. On peut peut-être citer, et je passerai ensuite la parole à mon voisin, mais peut-être rappeler aussi ce qui s'est passé au 19e siècle, dans les années 1850, où on avait une thématique qui était extrêmement importante, qui était l'hygiène, le transport, mais l'hygiène. Je pense qu'on ne se souvient pas que le baron Haussmann a été préfet de Bordeaux, mais c'est lui qui a mis au point des choses extrêmement innovantes à Bordeaux par rapport justement à toute la problématique du transport, des égouts, qui ont été aussi anticipés, enfin développés à Londres quelques années avant, puisqu'en fait il y avait une épidémie de choléra qui faisait que les gens mouraient par milliers et que c'était un vrai problème d'hygiène et qu'ils ont fait des égouts pour ça. Alors aujourd'hui, on a des égouts, on n'a pas besoin de ça, mais je pense qu'on a besoin de se revisiter parce que si je prends toujours l'exemple de Londres, aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent j'ai oublié le nom, c'est pas iceberg, c'est fatberg, voilà, c'est une contraction de fat et berg. Aujourd'hui, on balance plein de choses et notamment des huiles de cuisson dans les égouts. Et donc, la municipalité, quand même, dépense 1 million d'euros par mois pour déboucher ces égouts. Donc, en fait, à chaque période, la ville a besoin, pour continuer à vivre et à protéger son équilibre, de revisiter ses priorités. Et donc, effectivement, je reviens à ce que je disais, une ville durable, c'est une ville qui dure et qui prend en compte des enjeux qui évoluent avec l'évolution de la société. Merci. Stéphane ? Oui, merci Gaël. Alors, pour moi, la ville durable, c'est une ville qui laisse une empreinte positive sur l'environnement, c'est-à-dire qu'elle ne détruit pas, elle restaure et elle embellit. Ça, c'est une première chose. Et c'est une ville désirable dans laquelle on a envie de vivre, parce que c'est vrai que la dimension sociale est évidemment plus qu'importante. Et je fais partie d'un groupe de travail de directeurs du développement durable qui interviennent sur les sujets de la ville durable. Et lors d'une de ces rencontres, on nous a demandé de dessiner avec un papier et un crayon la ville durable et désirable. Et tous ont dessiné quelque chose qui convergeait plus ou moins vers ce qui pouvait être une ville en réseau, donc avec des îlots fonctionnels, donc de l'habitation, des bureaux, des lieux de loisirs, etc., mais en réseau, c'est-à-dire pas des grandes zones identifiées pour chaque usage, mais interconnectées. Et alors évidemment de la mobilité douce, etc. Et partout, des arbres. Il y avait plus d'arbres que de logements dans cette ville durable. Et moi, ça m'a surpris parce qu'évidemment, mon métier, c'est de planter des forêts. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ne les connais pas tous, et tous ont mis des arbres, hein, alors que je pensais avoir le monopole du sujet. Eh bien non, la ville durable, pour moi, et pour ce collectif, c'est une ville qui est multifonctionnelle, en réseau, mobilité douce et hyper végétalisée. On reviendra sur le sujet par rapport à ce que vous faites. C'est vrai que la ville durable est une ville il doit forcément y avoir des arbres. Ce n'est pas uniquement une végétalisation, c'est une ville quasiment nourricière forêt qui adopte une nouvelle manière de fonctionner. Romaric ? Merci bien. Alors, pour moi, la ville durable, déjà l'avantage, c'est de parler vers la fin parce qu'ils ont tout dit. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Pour nous, en tout cas, déjà pour moi, en tant qu'architecte, une ville durable, c'est un cadre de vie meilleur que vous offrez à tous les citoyens qui vivent dans cette ville-là. Non seulement un cadre idéal, l'habitat durable, tout ce qui est collecte d'eau de pluie, par exemple, vous pouvez les récupérer. Vous les gardez dans des systèmes de rétention d'eau, de la phytoépuration. Donc, en fait, vous recyclez en fait, le même type d'eau que vous récupérez. Ça peut servir pour du jardinage, ça peut servir pour des toilettes. Ou en même temps, les canalisations, d'où je viens, le Bénin, jusque-là, notamment dans les capitales, on n'a pas encore de système d'égout. Donc, tout se traite par des systèmes de fosses septiques que vous avez au bas de vos immeubles. Et du coup, aujourd'hui, nous, notre challenge avec le projet CMS City, c'est de mettre en place justement une ville déjà. Avant de parler de Smart City, c'est de mettre en place cette ville où tous les réseaux sont enterrés. Vous n'avez pas de fils électriques, de fils de télécommunications qui sont aériens. Tous les fils sont enterrés. Système d'égout enterré, distribution, collecte
d'eau, alimentation d'eau, le tout soit enterré. En plus de ça, vous avez de la végétalisation, comme le disait Stéphane tout à l'heure. La ville, elle est verte. Et nous, le challenge que nous faisons avec Semen City, cette ville dont je vais parler tout à l'heure, c'est d'avoir une occupation de sol de 50% en bâti, donc en dur, et 50% d'occupation de sol en espace vert. Espace vert, que ce soit de la forêt. D'ailleurs, on a une forêt à côté dont on va préserver l'écosystème puisque cette forêt est en train d'être déforestée aujourd'hui. Donc, préserver cet écosystème-là pour que les humains qui y vivent respirent déjà de l'air pur, en tout cas plus ou moins pur que l'air qu'on respire dans les métropoles, et qu'on ait des services d'assainissement qui soient adaptés aujourd'hui aux usages que nous avons aujourd'hui. Tout à l'heure, Catherine a parlé des huiles qu'on retrouve dans les égouts. Déjà, c'est d'essayer de faire un tri, déjà au niveau de tout ce qu'il y a comme déchets, collecte de ces tri-là et voir comment on peut les recycler et réintégrer ces matériaux-là ou ces produits dans la consommation que nous avons. Okay. Donc je vais m'en arrêter là, je vais laisser... Jérôme Chenal, je précise juste pour vous ce que je vous ai introduit tout à l'heure, vous êtes donc docteur en sciences rattaché à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, vous êtes le directeur scientifique de l'IMA Urban Lab qui sera le labo d'innovation de Semen City et c'est pour ça que justement ce qui est très intéressant, encore une fois je le répète, mais de pouvoir allier à la fois l'architecture et la science et l'innovation ensemble. Donc voilà, je vous écoute. Alors, c'est l'avantage de passer en dernier, c'est que des choses intelligentes ont été dites avant, mais le désavantage, c'est que c'est difficile de trouver d'autres choses intelligentes à dire. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente sur ces questions de durabilité. Pour moi, la ville durable serait une ville qui verrait ses habitants en pleine forme physique et mentale et en pleine sécurité, qui sont pour moi les deux choses non négociables. En tout cas dans les villes du Sud. Et puis ensuite, tout ça découle. Pour vivre en pleine santé, il faut bien sûr un cadre environnemental qui permet, il faut bien sûr des amis et des relations, il faut un certain nombre de choses. Parce que ce qu'on ne dit pas, on est tous un peu d'accord sur ce que c'est la ville durable, mais personne ne veut vraiment la définir, parce qu'autrement, on ne va pas être d'accord du tout. De quoi parle-t-on et quels sont les indicateurs qu'on va mettre là derrière? Est-ce qu'on parle d'une ville durable serait, moi je rejoins monsieur, celle qui aurait une empreinte positive sur l'environnement, ou pour l'instant le moins négatif possible, on dira plutôt, si c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc ça veut dire qu'une ville durable serait celle qui serait la moins consommatrice en calories ou en énergie ou en joules, si vous voulez utiliser le système international, ou alors la ville durable serait celle dont l'espérance de vie des gens serait le plus élevée. Et on peut prendre les indicateurs comme ça. Alors on peut faire l'indicateur du bonheur. Donc la ville durable serait où les habitants sont les plus heureux. Et donc là derrière, au-delà de la boutade, il y a un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas encore à exprimer, parce qu'on ne sait pas véritablement si on parle de consommation d'énergie. Alors on se rend compte qu'il faut un petit peu diminuer sa consommation, mais et puis on va diminuer. Je prends un exemple pour un petit peu étayer mon propos, pour montrer qu'il y a une grande difficulté là derrière. C'est que si je prends la consommation d'énergie, pour ce qui est des mobilités, on va arriver vers un système de ville compacte qui est beaucoup plus efficace en termes de consommation d'énergie pour la mobilité. Bon. Mais il se trouve que quand vous vivez dans l'hypercentre, c'est là qu'il y a le plus de mobilité. Et donc, vous êtes soumis aux plus grands effets des gaz polluants, puisque la pollution, c'est une question de concentration. Et donc, paradoxalement, moi qui vis au centre-ville, si je prends le critère d'émissions de CO2, il faut faire une ville compacte. Si je prends l'espérance de vie, moi j'ai une espérance de vie moindre que mon voisin qui habite à la campagne, alors que j'ai fait tout juste, simplement que je subis les pollutions. Et tout ça pour exprimer que ce n'est pas si évident que ça et qu'il y a des vrais paradoxes là derrière, et puis qu'en fait, en fonction de l'indicateur qu'on va prendre, on peut se retrouver dans des systèmes de ville totalement différents. Et puis on pourrait se retrouver autour de la table à être tous d'accord sur la ville durable avec des schémas excessivement différents. Et donc c'est pour ça que la proposition que moi je fais, c'est de repartir de l'habitant, qui est le seul justificatif pour lequel on fait des villes. Et j'aimais bien l'idée de dire, et je vais plus loin, dire en pleine santé physique et mentale. Donc ça veut dire qu'on a des liens sociaux, ça veut dire qu'on a le cadre de vie qui nous permet d'être physiquement à l'aise, mentalement à l'aise et en toute sécurité. On voit bien, merci pour ces définitions, on voit bien que la définition de la ville durable aujourd'hui est protéiforme et évidemment
la ville durable aura différentes têtes, différents visages en fonction de sa localité, de ses habitants, de son modèle économique, etc. Et justement, en parlant de transformation, ou je préfère plutôt dire à chaque fois évolution, c'est moins angoissant des villes d'aujourd'hui. Monsieur le maire, fin mars s'est terminée la démarche prospective pour Bordeaux Métropole 2050, qui est un projet relativement ambitieux et participatif. Au-delà de ce projet, vous avez retenu 4 thématiques importantes: métropolisation au fil de l'eau qui s'autorégule, l'exigence décarbonée qui règle la ville, la nature redessine la ville, et l'équilibre des territoires fait la vie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il n'y a pas évidemment de décisions qui ont été prises, mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu des idées de quoi va ressembler Bordeaux en 2050, ou du moins où vous en êtes aujourd'hui? Alors, déjà rappeler que la démarche, elle a été initiée par mon prédécesseur, Alain Juppé, qui a, il y a maintenant un peu plus d'1 an, proposé à l'ensemble des élus de Bordeaux Métropole, quelle que soit d'ailleurs leur étiquette, enfin, ou leur choix personnel politique, de réfléchir collectivement à ce que pourrait être un horizon. Alors on l'a fixé à 2050, ça aurait pu être 2030, enfin pourquoi 2050? Parce qu'on considère qu'à l'échelle d'une ville, 30 ans dans l'action publique, c'est véritablement les calendriers qu'il nous faut pour véritablement transformer structurellement. Bon, c'est un horizon. Moi, je ne vous cache pas que j'ai pris mes fonctions le 7 mars. Ce qui m'intéresse, c'est avril 2019, septembre 2019, 2020, 2021, et avant d'arriver à 2050, on ne pourra pas éternellement toujours repousser cet horizon, et il y a des actions qui... Bon. Donc ça a été sous forme de table ronde, tout le monde a bien participé, les élus, des experts, et puis nos concitoyens. Et ce qui a été intéressant dans la démarche, c'est que les Bordelaises et les Bordelais, les habitants de l'agglomération, se sont appropriés le débat. Ils sont venus sur des tables rondes, des forums, des boîtes à idées. Bon, donc tout ça est quelque part la compilation des attentes, des propositions et des espoirs de tous nos concitoyens. On s'est fixé 4 scénarios qui, pour le coup, sont complémentaires les uns les autres. Et s'il y en a un qui doit s'opposer aux autres, c'est le premier, c'est la politique de fil de l'eau, où on considérerait qu'après tout, ce qu'on a déjà initié, ce qu'on a déjà engagé, suffit à réguler les choses, et que, ma foi, on n'est pas de si mauvais élèves, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses, et quelles que soient d'ailleurs celles et ceux qui ont occupé les responsabilités. Moi, je fais de la vie publique depuis 1995, et j'ai vraiment vu l'évolution. Et j'ai vu notamment, je sais qu'il est dans la salle, et c'est pas parce qu'il est dans la salle que je le dis, l'apport qui a été celui des élus écologistes. Et Gérard Chausset, qui est là, hein, il est pas loin, il est élu vert. Moi, je ne me suis pas né en politique en me disant l'écologie est mon combat. Non, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Et par ailleurs, de par les fonctions que j'ai occupées jusqu'à maintenant, j'ai occupé des fonctions très romantiques, je m'occupais des finances et des ressources humaines. C'était très lyrique. Mais voilà, et c'est grâce aussi à des gens comme Gérard Chausset qui, par une action politique, ont éveillé les consciences, et grâce à des gens comme Anne Valric qui, par une expertise, a éveillé les consciences. Et donc, en plus, avec Alain Juppé, ça tombait bien, parce que 2007, Grenelle de l'environnement, c'est Juppé, quoi, hein, c'est personne d'autre. Hein. Bon. Donc il y a déjà des choses qui sont faites, donc il ne faut pas non plus s'auto-flageller. Mais ça, c'est le premier scénario, au fil de l'eau. Bon, on a tous compris que ce n'était pas possible, qu'il fallait aller plus loin. Bon. Et là, il y a 3 scénarios qui doivent être complémentaires. Et quand on regarde les 100, 101, 110, 109 propositions, il ne s'agit pas de faire un catalogue à la Prévert, mais il y a des actions qui sont dans le scénario 4, qui pourraient être aussi avec des actions du scénario 3. On ne doit pas opposer tout ce qui relève d'une politique pour décarboner d'une politique de la nature, alors que c'est comme ça qu'on les a intitulées. Bon, voilà. Donc tout ça doit être une compilation, une addition. Pour en revenir à ce que monsieur disait, et je trouve que pour le coup, vous parliez d'intelligence, vous avez rapporté de la plus-value intelligente là-dessus, sur le fait qu'on... tout le monde peut avoir sa conception, tout le monde, mais ça peut être contradictoire aussi à un moment ou à un autre. Et moi, ce que j'essaye de faire dans les politiques publiques et les missions que j'ai confiées à mes collègues élus, c'est qu'il y a une tête de gondole, excusez-moi l'expression comme ça, une tête de chapeau qui veille
dans les différentes délégations, c'est Anne Valeric, hein, pour pas la citer, qui veille et qui va veiller à ce que dans chaque délégation, on applique cette sobriété, cette orientation. Et on peut être à la fois généraliste, mais à un moment, il faut rentrer dans le détail. Et donc son job, elle, c'est de vérifier que celui qui s'occupe des déplacements soit bien en phase avec ses orientations, que celui qui s'occupe du logement soit bien en phase avec ses orientations. Voilà. Moi, je suis partisan de ce qui serait entre le scénario 3 et le scénario 4. Voilà. Changer vraiment des pratiques, mais il y a plus de nature en ville. Alors Bordeaux est dans ce paradoxe. Quand vous faites une photo aérienne, vous avez autant de verts que de construits. Mais la nature est plutôt derrière les murs, dans le domaine privé. Après le reste, on a un patrimoine qui est minéral. C'est l'histoire de la ville. Et moi, quand j'ai commencé à faire de la politique en 95, on était dans une logique de piétonisation des centres-villes, mais on les minéralisait, on artificialisait les sols. Et d'ailleurs, tous nos documents d'urbanisme, qui avaient compris qu'on ne pouvait pas faire que de la construction, identifier l'idée qu'on devait réserver de l'espace libre, mais sans penser qu'il fallait rendre à la nature tous ses droits, et notamment la pénétration des eaux pluviales, et on a artificialisé les sols. Bon. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est peut-être pas d'amener plus de verre ou de végétalisation, vous l'avez dit très, très justement, mais c'est de désartificialiser les sols et de replanter les arbres. Moi, ce que j'ai appris, je le dis clairement, hein, je ne vais pas raconter l'histoire, hein, c'est quelque part, planter un arbre, c'est pas simplement mettre de la nature, ça a d'autres fonctions, quoi. Ça a d'autres fonctions. Voilà. Donc, c'est pas simplement aller identifier des îlots de chaleur pour en faire des îlots de fraîcheur, c'est important. Ça, c'est quelque part le scénario 3 où on s'adapte à l'évolution climatique et les montées des températures, mais c'est surtout aller identifier des zones qu'il faut désartificialiser et replanter des arbres. J'ai appris une chose il y a peu de temps, qu'un arbre, un jeune arbre, avait plus de capacité à décarboner qu'un chêne de 300 ans. J'ai appris ça et puis d'un scientifique dont je crois sur parole, et tant que je n'ai pas eu la démonstration de l'inverse, je crois sur parole. Donc plus on plante de jeunes pousses de petite taille, plus on décarbone, alors qu'un arbre ancien décarbone moins. Voilà. Alors, si quelqu'un me dit le contraire, je suis prêt à l'entendre, mais j'en suis resté là-dessus. Voilà. Stéphane, peut-être, non? C'est juste c'est intéressant comme donnée. C'est d'autant plus intéressant que ça fait débat. Il y a des personnes qui disent oui, d'autres qui disent non. Bon, après, c'est un débat scientifique. Mais oui, le tout, c'est de planter des arbres. Le jeune arbre stocke beaucoup de carbone en grossissant, puisque la matière organique de l'arbre, c'est du carbone sous format solide. D'accord. Mais déjà, c'est bien que ça fasse débat. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on plante des arbres. Voilà, donc moi, l'action que l'on va mener, les uns et les autres, et c'est une démarche collective, c'est voilà, désartificialiser un certain nombre de sols. Alors, ça fait débat, d'ailleurs, quand je le dis. Moi, maintenant, je préfère rajouter 2 étages à un immeuble et libérer 200 ou 300 mètres carrés d'espace au sol et de végétalisation ou planter les arbres. Voilà. Ouais. Moi, je vous engage à lire le Bordeaux 2050, les 100 propositions, parce que bon, c'est bordelais, mais enfin, ça peut s'appliquer à Montpellier, à Grenoble, à Lyon ou ailleurs. Hein. C'est du concret, et c'est des politiques publiques très concrètes. Et encore une fois, et j'en resterai là, pour le moment, à l'échelle d'une ville, on peut vraiment faire des choses. On peut vraiment faire des choses. On parlait tout à l'heure d'assainissement, de transport, de qualité de l'habitat, de politique des déchets. Typiquement, à Bordeaux, Bordeaux a toujours été un peu en avance par rapport à d'autres villes sur ces thématiques. La politique de tri, de déchets, c'est 95, je crois, hein, 95. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on la fasse évoluer. Il faut qu'on la fasse évoluer. Et, là, on a passé un vœu, parce que ça ne peut être qu'un vœu pour le moment, pour interdire la pratique du plastique à usage unique. Alors, ce n'est pas opposable par rapport à nos concitoyens. Par contre, nous, dans nos politiques de marché public, d'achat public, les petites bouteilles d'eau, c'est du plastique ou du verre, ça? C'est du verre, ça va. Les petites bouteilles d'eau en plastique lors des séances du conseil municipal ou des réunions, c'est fini. Enfin, on prendra des carafes. Et voilà. Autant de petites choses comme ça. Le jour où ça pourrait être opposable, sera opposable. Au risque d'être trop long, mais je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les eaux pluviales. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment la réglementation sanitaire s'applique à ces attentes d'écologie urbaine et environnementale. Parce que, par exemple, sur un bâtiment public, la récupération d'eau pluviale,
elle est favorisée. L'utilisation de l'eau récupérée, il y a très grosses contraintes en termes de santé publique et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Ce qui est un frein d'ailleurs hein, sur l'habitat collectif. On ne peut pas redistribuer l'eau si elle n'a pas été traitée. Bon. Et donc là aussi, et ça va être le rôle des États et du législateur, c'est d'adapter cette législation sanitaire aux nouveaux usages et aux nouvelles pratiques. Très bien. Vous dites deux choses intéressantes. Premièrement, il est parfois préférable de mettre 2 étages de plus à un immeuble parce que la question qu'on va se poser aussi dans les années à venir, c'est doit-on évoluer en hauteur et arrêter justement de s'étendre. Ça, c'est une question qui est primordiale avec les vieilles villes, les nouvelles villes, etc. Mais c'est incontournable. Et deuxièmement, oui, vous parlez aussi des fameux petits gobelets, c'est bête, mais ça, c'est les usages et comportements. Et en matière de pédagogie, pour l'évolution d'une ville et de son environnement, c'est très, très important. Justement, en matière de solutions, d'agrégation de bonnes idées, de réseau de personnes qui essaient de changer les choses, j'aimerais bien que vous puissiez me parler en 2-3 minutes de Chamengo. Je crois qu'on a 2-3 slides, si vous pouvez les passer, s'il vous plaît, pour que Catherine puisse nous expliquer exactement ce qu'est Chamengo, quels sont ses objectifs et c'est quoi exactement une communauté à travers le monde et quels sont ses effets. Alors, on parle de la ville durable et de besoin impérieux de changer nos modes de vie, donc nos modes de production et de consommation, et on aspire à voir émerger le monde de demain. Mais le monde de demain, ou le nouveau monde, il est où? Où est-ce qu'on le voit? C'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que quand on parle effectivement d'aquaponie, est-ce que vous avez tous vu une ferme d'aquaponie? Est-ce que vous avez vu des toilettes qui récupèrent l'urine et notamment le phosphate qui est contenu dans les urines? Je pense que personne n'a vu ça, etc., etc. En fait, c'est le projet et l'objet de la Villa Chamengo, c'est donner à voir dans un lieu de vie, donc le monde de demain auquel on aspire. Et c'est vrai, et personne ne me paye pour dire ça, mais Bordeaux est une ville effectivement extrêmement dynamique sur ces questions-là. Et en tous les cas, elle invite tous les acteurs qui ont envie de participer à la construction du monde de demain de proposer des choses. Et moi, qui suis issue de la société civile, quand je suis allée voir effectivement Bordeaux Métropole et Anne Valric, avant de faire la connaissance de mon voisin, on m'a tout de suite dit, ton idée est très bonne et on a envie de t'aider pour la réaliser. Et donc, je ne sais pas sur les slides, et ils ont mis des mots et des actes derrière leur envie, puisque depuis donc, juillet dernier, on a donc là où il y a le petit totem de notre logo Chamengo, qui résume notre philosophie de vie et qui peut-être rejoint ce qu'on a dit sur la ville durable, qui est comment on vit bien avec un certain nombre de valeurs. Et les 4 valeurs de Chamengo, c'est prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète, s'engager pour les autres. Et donc, à gauche du pont de Pierre, quand on le traverse, à côté du Mégarama, effectivement, on a un terrain qui nous est mis à disposition pendant 5 ans. Donc, c'est une AOT provisoire. Et c'est donc un terrain qui est... on peut passer la slide d'après. Je crois qu'on a mis voilà, cette petite slide. On nous a offert un très beau bac à sable pour effectivement... réinventer notre manière de vivre et notre manière de vivre en ville. Et le 5 donc juin prochain, on pose la première pierre de la Villa Chamengo. Et pour reprendre aussi ce qui a été dit précédemment et ce que Stéphane disait, on a fait pas mal d'ateliers de design thinking avec des habitants de Bordeaux pour savoir à quoi ils souhaiteraient, quand ils vont venir dans la villa, à quoi ça peut ressembler. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voilà, dessiner comme plan. Et ce qui est ressorti très très fortement dans les plusieurs ateliers design thinking qu'on a organisés, c'est on veut vivre en ville dans un jardin urbain. Et on veut que ce jardin urbain, donc le végétal est effectivement omniprésent, la lumière, la transparence, le végétal. Et en même temps, on veut que ce soit une fenêtre ouverte sur le monde pour partager avec tous les habitants de la planète, puisque je crois qu'il y a aussi cette notion qu'on vit dans un petit village qui s'appelle la Terre, de pouvoir être en communion, en interaction avec toutes les personnes qui se mobilisent également pour donner vie donc à une nouvelle manière de vivre. Et donc vous voyez les plans de la Villa Chamengo, donc un début de construction le 5 juin
à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, 1 an de construction. Et si tout va bien, donc j'espère que vous serez nombreux dans 1 an à venir l'inaugurer. Vous pouvez venir pour la pose de la première pierre avec plein d'activités, puisque c'est un endroit où on va effectivement apprendre, tester, découvrir le monde de demain. Et là, il y a plus de 150 innovations qui vont être donc réunies sous un même toit. J'en ai cité 2 tout à l'heure, mais je pourrais en citer bien plus. Et effectivement, de la toiture végétalisée. On n'aura pas de climatisation électrique à l'intérieur. 500 000 climatisations électriques ont été vendues l'année dernière. Ça fait plus 10% par an. Ceux qui fabriquent donc la climatisation classique se frottent les mains. Je pense que la planète, c'est un très mauvais signe pour la planète. Et nous, on veut montrer qu'il y a d'autres moyens de rafraîchir les centres-villes. Il y a des solutions alternatives. On n'aura pas de béton. On peut construire autrement qu'avec du béton. Et c'est tout ce qu'on va essayer de démontrer dans la Villa Chamengo. Alors, ce qui c'est très intéressant avec la Villa Chamengo, c'est qu'on est dans une forme de pédagogie, évidemment, où on essaye de montrer ce que cela pourrait être. En France, je trouve qu'on est très fort pour parler du changement. On en parle depuis toujours. Mais le problème avec les Français, c'est changer. Et ça fait une grosse différence dans notre approche de l'avenir et de l'individualisme de chaque personne pour le changement. Comment parce que vous voyez évidemment beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de retours, est-ce que vous sentez vraiment une volonté, une prise de conscience aujourd'hui de vouloir changer son environnement, sa ville, ou est-ce que ça reste encore quelque chose d'assez, pas anecdotique, mais c'est juste pour l'instant de la prise d'information et puis on va à la rigueur dans 3-4 ans? On en est aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un curseur à placer? J'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, que les choses sont en train de changer parce que le réchauffement climatique, pendant des années, personne ne le voyait. Et avec les épisodes caniculaires, avec les typhons, avec tout ce que l'on voit, il fait très chaud, il fait très froid. On commence à toucher du doigt en fait ce réchauffement climatique. Et c'est plus des propos, je dirais, ésotériques. C'est une réalité de plus en plus concrète. Et on a compris que c'était nous qui sommes responsables en fait de ces évolutions. Donc si on a créé ces problèmes, on peut réparer ces problèmes. Et donc j'ai vraiment l'impression que là, il y a une prise de conscience très très forte, notamment des jeunes générations. Après, la difficulté, c'est de changer vraiment nos modes de vie, parce qu'il y a le poids de l'inertie, des habitudes, des lobbies, de la réglementation. Et ça, c'est extrêmement compliqué de changer. Et là, il y a une urgence. Et est-ce qu'on va être capable, nous, d'aller aussi vite qu'on devrait aller vite? Et ça a été le syndrome du Titanic, très bien expliqué dans le documentaire de Nicolas Hulot. Est-ce qu'on va donner un coup de barre suffisamment rapidement pour ne pas se prendre le mur ou l'iceberg? Je ne sais pas, j'espère en tous les cas. Et il y a une vraie mobilisation en tous les cas qu'on commence à sentir de la part de plein de personnes. Parmi ces mobilisations, alors c'est une question qui vise un peu tout le monde, mais parmi cette mobilisation, on a aujourd'hui un véritable problème de qualité de l'air, on en parlait tout à l'heure, on essaie de trouver des solutions, et parmi ces solutions, on voit bien que les grandes villes, dont Bordeaux, qui est clairement une ville magnifique et qui a évolué de manière assez impressionnante en l'espace de ces 15 dernières années, a aussi un problème que rencontrent toutes les autres villes, un problème de mobilité. Voilà, c'est une ville qui est de plus en plus sclérosée par la voiture, on n'arrive pas à s'en sortir. Quelles que soient les politiques que l'on peut mettre en place, c'est très compliqué. Ça n'est pas un problème, je pense, pour ma part de volonté, mais c'est un problème simplement d'infrastructure et de la manière dont les villes ont été pensées, parce que ce sont des vieilles villes. Comment doit-on voir aujourd'hui la mobilité dans les villes? Est-ce qu'on doit l'interdire? Est-ce qu'on doit privilégier la mobilité douce? Sachant que quand on parle de mobilité douce, on parle de trottinette. Quand on parle de trottinette, on parle juste d'un bordel monumental. Donc, quelles sont aujourd'hui les différentes solutions qu'on peut mettre en place sur la mobilité? Je pense que c'est peut-être répondre, mais vous aussi, ça peut être intéressant sur la conscience que vous avez. Moi, j'ai peut-être donné quelques éléments d'information qui sont utiles. Je parlais effectivement du choléra au 19e siècle, qui faisait des dégâts terribles. Aujourd'hui, les dégâts, c'est la pollution atmosphérique. Et j'aimerais donc donner un chiffre. Il y a, donc, selon une étude qui est sortie récemment, il y a quand même 9 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de cette pollution, et notamment des particules fines. En France, c'est 60 000 personnes. C'est quand même assez considérable. Et c'est vrai que quand on se déplace en ville en voiture, on n'y pense pas,
puisque les gens, en fait, quand ils meurent, on ne les voit pas. On pense que c'est des cancers et on a découvert aussi que ce n'était pas nécessairement des cancers. En fait, les particules fines, donc il y a des cancers des poumons, mais en fait, elles rentrent dans l'organisme, elles vont au niveau du cœur et du cerveau. Et en fait, donc 60 à 80% des gens qui meurent de cette pollution atmosphérique, hein, c'est un véritable fléau mondial, hein, puisque 90% de la population mondiale est touchée par cette pollution. Ils meurent d'AVC, en fait. Et on en parle très très peu. Donc je pense que c'est... si Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est important. C'était juste comme peut-être information avant de laisser mes voisins répondre. Ouais, Romaric, justement, vous êtes en train de concevoir une ville, donc vous partez de rien. Je pense qu'on verra un petit peu. On peut déjà peut-être commencer à passer l'essai de CMS City. Avant de parler de la ville, on va juste parler, pour rebondir sur ce sujet, sur la mobilité. Comment vous êtes en train de penser la mobilité de cette ville? On connaît le développement de l'Afrique, c'est un développement qui est exponentiel, qui est énorme, qui est massif. Il va y avoir une démographie aussi qui va exploser, une activité économique aussi qui va exploser. Bref, c'est pas encore ça, mais les capteurs sont quand même un petit peu ouverts sur les années à venir. Il va donc falloir gérer une croissance et une mobilité très forte. Comment vous avez pensé ça au travers de cette ville? Tout à fait. Alors, avant de présenter rapidement CMS City, pour répondre à la question sur la mobilité, il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, notamment au Bénin ou les pays avoisinants, on a, au-delà de tout ce qui est voiture personnelle, privée, enfin tout ce qui est transport public, on a aussi les taxis-motos. Donc, il n'y a pas que les taxis-véhicules, il y a les taxis-motos, et ça faufile de partout. Si vous ne faites pas attention, vous vous faites cogner à tout bout de champ. Donc, aujourd'hui, il y a cette densité en question de mobilité urbaine qui nous amène à réfléchir autrement dans la planification urbaine que nous faisons dans cette nouvelle ville. Alors, en tant qu'architecte ou planificateur et autres, nous, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place dans les critères de sélection d'ailleurs de nos planificateurs urbains et agences d'architecture et d'urbanisme, c'est qu'on demande à ce que la mobilité soit douce, évidemment, par l'utilisation de tout ce qui est équipement public qui dégage moins de gaz à effet de serre, mais en même temps, ça aura forcément un impact sur la planification des lots que vous concevez. Si par exemple, vous arrivez à faire 2-3 îlots où vous concentrez justement tous les usages, ou plus ou moins en tout cas tous les usages à proximité, forcément, ça vous amène justement à plus marcher d'un point A à un point B, plutôt que de traverser en fait un point A à un point Y qui se trouve de l'autre côté. Donc ça, c'est l'un des critères qu'on est en train de mettre en place, d'autant plus que dans la réalisation de cette ville nouvelle, on ne construit pas tous les 200 hectares d'un coup, mais on a une première phase de 4 hectares, ensuite de 60 hectares. Du coup, ça nous amène également à densifier en fait les usages, les bâtiments, les fonctions. Et du coup, quand vous n'avez pas l'obligation de quitter un point A et de parcourir 2-3 km, voire 6 km pour aller pour une autre fonction, forcément, ça agit de facto sur le moyen que vous utilisez pour cette mobilité. Donc, voilà un peu une façon que nous mettons, un moyen que nous mettons en place pour justement arriver à pallier ce problème de mobilité. Après, il y a des navettes non polluantes qu'on est en train de mettre en place, des trottinettes. Les trottinettes, parfois, elles peuvent être motorisées ou électriques, mais en même temps, comment on fabrique justement ces produits-là? Forcément, on dit qu'ils sont, je ne dirais pas durables, mais ils dégagent moins, ils dégagent rien. Mais après, dans l'utilisation, les usines qui fabriquent ces trottinettes, comment elles font? Donc, toute la réflexion ne va pas se limiter au produit en lui-même, mais à la manufacturation de ces produits-là. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter les usages, regrouper les fonctions pour limiter justement la distance d'une fonction à l'autre. Sachant que la durée de vie d'une trottinette, je crois, est de 110 jours, donc c'est même pas rentable en fait par rapport à l'exploitation qu'on en tire derrière. Une dernière question sur la mobilité, monsieur le maire. Est-ce que vous avez sachant que la voiture est aujourd'hui quand même malmenée dans les centres-villes, qu'on essaie de la sortir, mais non pas non plus de l'interdire, est-ce que vous imaginez à un moment donné un accès payant aux automobilistes pour la ville de Bordeaux? En d'autres termes, je termine, est-ce que vous pensez que l'accès en voiture à Bordeaux n'est plus un droit, mais devrait devenir un service? Non. Alors, moi, je ne suis pas un anti-bagnole. Et je suis quelqu'un de pragmatique. Je pense qu'à terme, c'est le sens de l'histoire, mais il faut aussi l'accompagner. Il a suscité cette histoire. Le centre-ville de Bordeaux, ou une grande partie, sera sans voiture. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2009, la part de l'utilisation de la bagnole en ville était à près de 60%. Aujourd'hui, on est à moins de 50%. Et si on suit le tendanciel tel qu'il est, mais il faut l'accompagner, hein, on va descendre à moins 30%.
Après, il y aura nécessairement des gens qui auront besoin de leur voiture. Je vous prends l'exemple que je connais le mieux, c'est le mien. Moi, j'habite Barrière-d'Ornano, je suis à 80 mètres d'un arrêt de tram. Tous les matins, je viens à Péberlan en tram. Par contre, mon épouse qui travaille à Bègles, elle prend sa voiture. Bon. Donc, l'utilisation de la voiture, moi, je ne suis pas pour l'exclure des centres-villes. Par contre, il faut la réglementer et n'avoir la possibilité d'accéder que ou pour un service ou pour une pratique qui ne peut pas être autre que celle-là. Bon. Donc ça, plus de déplacements doux, plus de déplacements collectifs, une politique de stationnement qui restera un petit peu l'accès et on accompagne les choses. Pour revenir sur ce que vous disiez sur la mobilité, il y a deux enjeux quand on parle d'une ville qui est congestionnée. Il y a deux enjeux. Il y a ce qui relève de la santé publique, de la pollution et de la protection de la planète avec les gaz à effet de serre, et ce qui relève de la contrainte de passer 1h30 dans sa voiture pour aller d'un point à un point. Et c'est pas du tout la même chose. Sur le premier sujet, je serais tenté de vous dire que là aussi, il faut faire confiance à l'intelligence humaine. Et elle a produit des effets. Déjà, aujourd'hui, on serait capable de rouler avec des moteurs propres. Moteurs électriques, hydrogène, on serait capable. Aujourd'hui, la difficulté, enfin, le non-dit que personne ne dit, c'est que l'État, et quelles que soient d'ailleurs les majorités qui sont succédées, hein, l'État n'a toujours pas trouvé de recettes de substitution à ce que l'on appelait la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. On n'a pas trouvé de taxe de substitution à ça. Quand vous avez une voiture électrique, vous ne payez pas une taxe à l'État ou aux régions, qui est quand même le deuxième poste des recettes fiscales en France, hein, la TIPP. Hein, enfin, maintenant, c'est réparti entre les régions et l'État. Deuxième ou troisième, suivant les périodes. Mais tant qu'ils n'auront pas trouvé une nouvelle taxe qui se substituera, vous verrez qu'on continuera à rouler avec des voitures qui polluent parce que sur 1 litre de gazole ou 1 litre d'essence, vous payez 90% de taxes dans les caisses de l'État ou des collectivités locales. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Mais autrement, on arrivera à faire des moteurs propres. Le sujet de la congestion, c'est encore différent. C'est qu'on doit aujourd'hui, dans nos politiques publiques, rapprocher le domicile du travail. C'est ce que vous dites. Et qu'en tout cas, sur votre vie sociale et votre vie professionnelle, vous ne soyez pas obligé de prendre votre voiture pour faire X kilomètres et aller travailler, refaire X kilomètres pour aller chercher vos enfants à l'école, X kilomètres pour les amener faire de la danse pour la plus grande et du football pour le plus petit. Bon, et c'est donc, quand on parle de mutualisation d'équipements, de mutualisation d'usage, c'est aussi ça l'objectif qui doit être pour le nôtre. Et la politique qu'on va développer, qu'on développe sur Bordeaux, c'est d'essayer d'installer de l'activité au plus près des lieux de vie et de mutualiser les équipements, des services au public dans un plus petit périmètre et qu'on puisse, ou à pied, ou à vélo, ou en transport en commun, ne pas utiliser sa voiture. J'en finirai aussi sur les déplacements avec quelque chose moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est réhabiliter la marche à pied dans les villes. Réhabilitons la marche à pied dans les villes. Il faut savoir qu'à Bordeaux, intramuros, je ne parle pas de l'agglomération, un utilisateur d'une ligne de bus ou d'une ligne de tram, en moyenne, c'est 4 stations qu'il utilise. En moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui font qu'une station ou 2. Et ça, je vérifie tous les matins. Moi, je prends le tram, station Stade Chaban. Il y a des gens qui prennent le tram au même endroit que moi, qui s'arrêtent à Gavinès, qui est la station suivante, 600 mètres, même pas, 450 mètres plus loin. Ah, c'est pas évident. Hein. Et j'en ai encore un peu plus loin qui descendent. Bon. C'est pour vous dire qu'on n'a pas l'habitude de marcher, mais plus par méconnaissance d'ailleurs qu'autre chose. Et moi, je suis persuadé, c'est ce qu'on va engager avec Anne. Pareil, un truc qui peut paraître cosmétique, hein, mais installer une petite signalétique sur certains points de la ville, en tout cas des points de passage et de flux, en vous indiquant combien de temps vous mettez pour aller de tel point à tel point à pied. Et par ailleurs, on rajoutera, on a tous des smartphones, et Gérald Carmona, qui est un de mes élus, qui met en place une application e-santé, et on rajoutera sous ces petits panneaux le nombre de pas que vous devez faire. Moi, je sais que sur mon application, ils me disent qu'il faut que je fasse entre 8000 et 10 000 pas et 4 étages. Voilà. Et les gens ont envie de s'apercevoir qu'on ira plus vite à pied qu'en prenant le tram ou même en prenant sa voiture. Juste avant de donner la parole à Jérôme, une petite question. Vous êtes en train de dire, vous avez dit tout à l'heure que la TIPP, en gros, est un énorme frein à l'évolution de nouvelles solutions. Techniquement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne peut pas aujourd'hui adapter la TIPP et faire en sorte qu'elle puisse justement... Parce que là, personnellement, j'aurais quelques idées. Vous savez, je suis l'ancien adjoint aux finances de la ville de Bordeaux. S'agissant de trouver une taxe qui en remplacerait une autre, je trouverai, moi, personnellement.
Bon, sauf que c'est quand même compliqué, et notamment sur le système de moteur électrique. Voilà, mais ça, les gens sont peut-être pas prêts à l'accepter aussi, hein, de leur dire sur leur facture électrique, maintenant, quel que soit l'usage et la consommation, vous avez un forfait, comme aujourd'hui l'abonnement, qui remplace la taxe sur les carburants. C'est l'une des seules solutions. Parce qu'après, ce n'est pas sur l'utilisation qu'on pourra indexer la taxe, parce que c'est compliqué. Une pompe, vous voyez, ça tourne, hein, vous savez combien vous mettez de litres. Quand vous rechargez votre voiture aujourd'hui, ou alors il faudra encore des nouveaux compteurs intelligents qui font la différence entre ce qui relève de la consommation du foyer. Bon. Mais voilà, c'est pour moi la seule façon que l'on aura de contourner, d'accélérer les choses. Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, en remplacement de ces recettes fiscales, vous verrez que les États ne favoriseront pas plus qu'ils ne le font l'utilisation de moteurs propres. Excusez-moi, une dernière petite question sur le sujet, parce que vous êtes expert, et ça n'est pas mon cas, donc une petite question basique, mais la TIPP, c'est une taxe qui peut être revue d'un point de vue local ou pas? Est-ce que Bordeaux peut avoir sa propre TIPP, ou est-ce que c'est national? Non, il y a une partie qui est décidée dans le budget de l'État, au projet de loi de finances, et une partie qui a été délocalisée aux régions. Et donc, sur votre prix d'essence, enfin à la pompe, vous avez X centimes qui sont fixés par décision des conseils régionaux qui chaque année votent au moment de leur budget et qui fixent la taxe. Mais c'est 20 à 25% de la globalité. Tout le reste va dans les caisses de l'État. Hein. Okay. C'est le troisième poste de recette dans le budget de l'État. Hein. C'est avant l'impôt sur le revenu. Hein. Il y a la TVA, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les produits intérieurs pétroliers. Ok, bon, c'est pas gagné à ce niveau-là. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est compliqué avec la mobilité parce qu'on essaie d'être toujours plus performant dans un système global de transport. Il faut quand même savoir que plus je suis performant, plus je fournis, que ce soit des routes ou des voies de tram, plus j'ai de mobilité. L'exemple donné, c'est exactement ça. C'est qu'on a un tram tellement performant qu'on peut faire un arrêt. Hein, je le vois passer, hop, je le prends et je m'arrête un peu plus loin. Et donc, il y a un urbaniste américain qui avait dit une très belle chose, donc bon, j'espère que personne ne le connaît parce que j'ai oublié son nom. Il avait dit, c'est pas en défaisant sa ceinture qu'on soigne l'obésité. Et quand on est sur des questions de mobilité, c'est exactement ça. C'est pas en mettant plus de tout qu'on va soigner quoi que ce soit. Alors, moi, je ne suis pas élu, donc je peux dire que la congestion est le meilleur système de régulation de l'automobile. Voilà. Alors, je n'irai pas très loin en politique avec un programme comme ça, mais c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, on pourrait se dire, très bien, bon, si les gens veulent passer 3 heures dans leur véhicule dans les embouteillages, c'est leur problème. Nous, on fournit un système de transport public qui permet de ne pas passer ces 3 heures. Et on laisse faire et on arrête de développer tout ce qui est pour la voiture. Alors, c'est très simple quand je le dis. Politiquement, c'est un peu plus compliqué à faire passer ce genre de choses, mais c'est quand même une réalité. Et donc, on a ces choses-là qui sont très complexes quand on parle de mobilité, justement. C'est que on devrait, si on voulait aller vers une durabilité, on devrait aller vers une réduction des mobilités et donc vers un rétrécissement de l'offre plutôt qu'une augmentation. Et une chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays européens, la mobilité de loisirs a largement dépassé la mobilité pour le travail. Or, quand on réfléchit et quand on programme les choses, on programme pour la mobilité de travail, la plupart du temps. Sauf que les loisirs, le travail, on sait où il est, et les loisirs, on ne sait pas tout à fait. Donc, on se trouve dans des situations où vous avez des gens qui prennent le bus toute la journée, et le soir, ils arrivent avec le tram, ils rentrent chez eux, ils prennent les clés de la voiture et ils vont au tennis, au football, ou je ne sais pas où, rencontrer des amis à l'autre bout de la ville. Et c'est cette mobilité-là, aujourd'hui, qui, en tout cas en Suisse, mais j'imagine qu'en France, c'est la même chose, est extrêmement consommatrice de ressources. Voilà. Dans le cas de notre ville en Afrique, juste pour terminer, on a de la chance en Afrique, c'est qu'on a des taux de motorisation extrêmement bas. On est à Dakar à 30 véhicules pour 1000 habitants. On est en Suisse, en France, à 500 véhicules pour 1000 habitants. Donc on a encore le choix, du type de système de transport qu'on veut mettre en place. Alors avec un peu de chance, on va faire les mêmes bêtises à Semé-City que partout ailleurs, mais on a la possibilité encore de choisir. À Bordeaux, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que derrière la mobilité et les types de mobilité, il y a des métriques. Les centres-villes, c'est des métriques piétonnes.
mais toute la périphérie, c'est une métrique automobile. Donc on ne peut pas juste dire aux gens, maintenant vous posez vos voitures et vous marchez, parce que c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc il y a un moment donné où la forme urbaine doit être en adéquation avec ce qu'on essaie de mettre en place. Et ce n'est pas si évident que ça. Et on ne peut pas juste dire, ah, stop, on arrête, même si, à titre personnel, la voiture est quand même la machine qui est la moins performante au monde. C'est quand même une voiture de 2000 kg qui transporte un monsieur de 80 kg. C'est ça, une voiture. Donc, ou de 70 kg, si vous voulez. Moyenne. Ou alors, c'est un gros 4x4. Mais en gros, on a 2 tonnes pour transporter 70 kg. Donc, en termes mécaniques et de rendement, c'est une aberration totale. Ouais, très bien. Il nous reste 7 minutes. En fait, on a rajouté 7 minutes. Est-ce que vous voulez un peu parler de CMS-City, s'il vous plaît? Je suis désolé, en 5 minutes, parce qu'après, on a aussi Reforestation qui est très intéressant et qu'on aimerait aborder. Vous pouvez lancer les slides? Donc, CMS-City, on part de zéro et on construit une ville neuve en Afrique. Ça donne quoi? Alors aujourd'hui, c'est un projet porté par le gouvernement. L'idée, c'est de mettre en place une cité de l'innovation et du savoir. Donc mettre au cœur de cette ville-là tout ce qui est solutions innovantes pour répondre justement aux exigences aujourd'hui et créer un meilleur cadre de vie à tous les citoyens qui y vivront. Donc c'est un projet qui est axé sur 3 dimensions, axé sur la formation, la recherche et le développement, l'incubation et tout ce qui est start-up. Voilà. C'est un projet qui s'érige sur 200 hectares. Le site se trouve non loin du Nigeria. On est à 5-6 km de la frontière du Nigeria. On peut voir des images peut-être qui défilent. Oui, le prochain slide. Et c'est un projet qui est en front de mer. On a 1 km de front de mer et une zone... Non, en arrière s'il vous plaît. Oui, merci. On est en bordure de mer. On a 1 km en bordure de mer et à proximité d'une forêt également que j'ai souligné tout à l'heure. Donc une forêt qu'on va reboiser. On va créer des promenades dans cette forêt-là pour préserver l'écosystème et en même temps avoir des fonctions, des usages dans cette forêt. Ensuite, on est sur le corridor du littoral ouest africain. Donc, en parlant de corridor, je parle du corridor Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos, pour ceux qui le connaissent. Et c'est une cité qui se veut internationale. Donc, le positionnement de CMS City, qui se situe à 5-6 km de la frontière du Nigeria, qui compte aujourd'hui quand même 200 millions d'habitants, c'est pas rien. Donc, en même temps, on a une cible aussi qui est les pays qui se trouvent plus au nord, donc les pays du Netherlands, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et autres. Donc, sur ces dimensions-là, un des projets qu'on a mis en place, c'est le IMA Urban Lab, Innovation Made in Africa Human Lab, que je pilote avec... Je vous le fais passer juste pour que vous puissiez regarder en même temps. Voilà. J'en ai qu'un. Il m'en reste après, j'ai quelques brochures, donc je pourrais le passer à d'autres personnes. Donc l'idée aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place avec Jérôme, c'est de profiter du réseau de Jérôme, justement avec ses MOOCs sur l'urbanisation en Afrique qu'il a lancé il y a quelques années à l'EPFL et qui a 35 000 adhérents, c'est de mettre en place une plateforme de chercheurs qui réfléchissent sur des solutions innovantes qu'on puisse directement appliquer in situ sur le site. Donc ces solutions-là vont nous permettre justement de quitter de l'idée au prototypage et du prototypage directement à l'échelle 1. D'autant plus que ce projet se trouve dans une zone économique spéciale, donc qui donne toutes les opportunités justement à des opérateurs. Aujourd'hui, on a comme opérateur Epitech qui a déjà commencé sa rentrée dans nos locaux. On a l'école de design de Nantes qui opère au Bénin en tant qu'African Design School. C'est sa première école de design en Afrique. Ensuite, on a Central Supélec et autres. Donc, on a aussi des partenaires américains. Donc, l'idée, c'est de ramener en fait au cœur de cette ville, de ce cadre que nous mettrons en place, à l'image de Paris-Saclay, mais on essaie de ne pas reprendre les mêmes erreurs, de mettre en place cette cité de l'innovation et du savoir. Alors, je vous coupe 2 secondes parce qu'il nous reste peu de temps. Là, j'ai l'impression que vous parlez d'une smart city, donc une ville en fait connectée où la mobilité est différente, etc. Quelle est aujourd'hui la jointure à faire entre une smart city et une ville durable ? Alors, très rapidement, pour répondre à cette question, c'était d'ailleurs l'un des critères qu'on a mis en place pour recruter nos urbanistes. On profite aujourd'hui, le relief, il est plus ou moins plat, avec de petits creux dedans. Donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, plutôt que de faire des travaux en génie civil et de créer des caniveaux, des gouttières et autres, y compris des cunettes, on essaie de limiter les ouvrages d'art et les ouvrages en génie civil. Et ce, en quoi faisant, on crée des nous.
Les noues nous permettent aujourd'hui de récolter justement toutes ces eaux pluviales et ces eaux qui peuvent être récupérées dans ces noues-là, qui sont drainées vers des systèmes de rétention d'eau, réutilisées autre part justement pour des usages privés dans les logements ou dans les bâtiments, mais qui sont réutilisées pour le jardinage, d'autant plus qu'on a 50% d'occupation de sol en espace vert, c'est réutilisé dans ce système-là. En même temps, ce qu'on essaie de faire, au-delà de ces noues, c'est de créer des coulées vertes et des coulées bleues. Donc les noues nous permettent de créer des coulées bleues et la coulée verte, en même temps, épouse ces noues, d'autant plus qu'on plante aussi dans ces noues. Et après, on a des artères qui sont végétalisées. Vous prenez un boulevard, par exemple, on a plusieurs densités. On a la densité motorisée, piétonne, et en même temps pour les pistes cyclables, qui sont assez larges. Coulée verte, végétalisation, c'est un peu votre sacerdoce, Stéphane. Merci beaucoup. Je suis désolé parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais voilà, ça marche plus. Si on peut passer à la prochaine presse, s'il vous plaît. Stéphane, mettre des arbres en forêt, mettre des arbres en forêt, logique. Mettre des arbres en ville, excusez-moi, c'est quelque chose de logique. On parle aujourd'hui de ville-forêt, on parle de ville nourricière. Est-ce que c'est important de mettre des arbres en forêt? Oui, mais on en met comment? Est-ce que ça doit recouvrir une ville? Est-ce qu'une ville doit demain nourrir ses propres habitants? On en est aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, dans le monde, il y a 50% de la population mondiale qui vit en zone urbaine. En France, c'est 75%, je crois. Et la quasi-totalité des urbains disent « oui, je veux plus de nature en ville ». L'idée, c'est mettre des arbres, oui, mais mettre des forêts surtout. Parce que l'écosystème forestier apporte bien plus de services que les arbres isolés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'innovation dans la forêt. La forêt, c'est vieux comme le monde, plus vieux que l'humanité. Et on arrive encore à innover. Et il y a un botaniste japonais qui a fêté ses 90 ans l'année dernière, qui a mis en place une méthodologie qui permet de planter des forêts de façon à avoir un résultat qui serait identique à ce qu'aurait été cette forêt si on l'avait laissée évoluer pendant 300 ans. On va planter une forêt dite primaire, par abus de langage. Et du coup, sur des surfaces très petites, 100 mètres carrés minimum, on va pouvoir créer des îlots forestiers qui vont apporter des services qui sont illustrés ici sur la présentation. Pardon ? Alors, on va en parler dans une seconde, parce que j'ai un petit clin d'œil pour vous sur le slide de l'après, mais avant ça... Trop tard. Anne Hidalgo a inauguré une forêt urbaine qui va nourrir une partie des riverains, qui va stocker du CO2, qui va apporter de la biodiversité, qui va apporter du bien-être aux populations locales, parce que ces forêts, qui sont en zone urbaine, sont plantées par les riverains. Et on a fait une plantation, c'était en mars dernier, avec les riverains du 12e arrondissement de Paris. Et donc il y avait 200 personnes qui venaient planter leurs arbres. Et puis il y a une personne qui a pris un arbre et qui l'a planté à l'autre bout du terrain où tout le monde était. Alors je vais la voir, je dis « Mais madame, vous ne voyez pas vos collègues là, ils sont là-bas, pourquoi vous ne plantez pas avec les autres ?» Elle dit « Mais c'est pas compliqué. Vous voyez la fenêtre là-haut là, c'est chez moi. Et bien d'ici, je vais voir mon arbre et je vais pouvoir le voir pousser. » Et ça illustre parfaitement bien l'attente des riverains sur les forêts urbaines en termes de bien-être et d'impact environnemental. Et pour finir, il y a une étude américaine sociologique qui dit, je n'ai pas été vérifié, je crois que personne ne peut le vérifier, mais que quand on vit avec du verre sous ses fenêtres, on vit 7 ans de plus que si on voit du minéral. Voilà. Donc si on a du verre sous ses fenêtres, on a une espérance de vie plus grande. Donc, monsieur le maire, vous voulez des forêts urbaines, je vous propose non pas de faire comme Anne Hidalgo, mais faire mieux qu'elle en plantant des forêts urbaines à Bordeaux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous. On a un peu